You can do what we want to do. J'aime beaucoup les pommes, je les mange avec pommes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Une double ration de frites, c'est la République. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole de cœur. Vous n'avez pas. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous retrouve ce soir pour la nouvelle chronique radio de l'entrepôt politique niçois, en partenariat avec la Rhône Radio, la radio universitaire niçoise. Et alors ce soir, je suis en très bonne compagnie. Je vais animer ce débat avec mon collègue Antonin Gros. Bonsoir à toutes nos invités et bonsoir à tous et toutes qui nous regardent. Et aussi donc avec nos deux invités qui vont débattre ce soir, que je vais vous présenter, que je vais même laisser se présenter. Tout d'abord avec vous, Isis. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Donc je suis Isis Salem Descormier, je suis référente Elle Marche dans le 06, qui est un mouvement qui rassemble donc des femmes et des hommes dans le département autour de la question de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Donc on se réunit autour de réunions, de débats, de conférences pour justement assurer une meilleure promotion de cette égalité dans le département. Et on travaille main dans la main avec les élus également pour remonter justement nos constats du niveau local à Paris. D'accord. Marie-Lou. Bonsoir à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Marie-Lou Bégoguina et je suis secrétaire départementale des jeunes communistes des Alpes-Maritimes. Notre organisation est basée sur de la politique faite par et pour les jeunes, située dans toutes les régions de France. Donc aujourd'hui, je représente les Alpes-Maritimes. Nous rassemblons au total de 15 000 adhérents. Et voilà, nous travaillons sur toutes les questions qui sont chez les lycéens, chez les étudiants, mais aussi chez les jeunes travailleurs. D'accord. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer tout de suite au premier thème dont je vais laisser l'introduction à mon collègue Antonin. Merci. Alors ce premier thème, ce sera pour une situation générale de vos partis et mouvements respectifs. Je commence par vous. Pour le Parti communiste français, ma première question, elle est toute simple. Pourquoi tout d'abord le Parti communiste français n'a pas eu de candidat pour les élections présidentielles cette année ? Alors, si nous n'avons pas eu de candidat cette année-là, c'est parce que nous avons voulu rassembler les forces que nous avions à gauche. Donc c'était dans la dynamique que nous avions lancée avec Jean-Luc Mélenchon. Sachant qu'il y a eu quand même une demande qui a été faite auprès des militants et des militantes, nous avons fait une conférence nationale qui s'est déroulée à peu près 10 mois avant le premier tour. Et le choix de la plus grande partie de nos militantes a été de se rassembler autour de Mélenchon et du mouvement, et donc de faire un mouvement tous ensemble dans le principe du front de gauche qu'il y a eu en 2012. Donc cette alliance serait momentanée seulement. Seulement pour l'élection présidentielle, elle est terminée aujourd'hui. Oui, cela a été décidé seulement pour la présidentielle. Très bien, j'ai vu dans votre site qu'il y avait les états généraux du PCF qui ont été programmés il y a quelques jours. Oui. Est-ce que lors de ces états généraux, vous avez conclu une nouvelle alliance ? J'ai vu aussi qu'il y avait une invitation de plusieurs partis comme la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération, le nouveau mouvement de Benoît Hamon. Néanmoins, Monsieur Zamici disait dans ces états généraux qu'il avait invité tous ces partis à assister au débat, mais pas à intervenir. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre à cela ? Est-ce que pour les quelques années qui vont suivre, notamment les législatives, pas les législatives, les députés européens, est-ce que vous proposez quelque chose en commun avec la France Insoumise ou bien les autres partis présentés ? Je ne parlerai pas des européennes puisqu'il est encore trop tôt pour décider et que nous sommes toujours dans une dynamique de d'abord demander à nos militantes et nos militants. Mais ce qui est sûr, c'est que ces états généraux sont faits dans une optique d'un congrès du parti qui va avoir lieu cette année même, en novembre. Et si nous demandons au parti de ne pas intervenir dans cette logique, c'est justement dans la logique du congrès où ce sont nos militantes et nos militants qui prennent à bras le corps les questions politiques qui nous entourent tous pour refaire une ligne politique du Parti communiste. Donc c'est dans cette optique-là que les états généraux ont été créés.
De plus, nous avons quand même des efforts très enrichissants avec tous les partis que vous avez cités, notamment, mine de rien, la France Insoumise, Génération, qui est un parti qui est un mouvement très intéressant qui s'est monté il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, dernièrement, justement, il y a eu les états généraux de la jeunesse où étaient invités les syndicats lycéens, etc., pour discuter ensemble du monde lycéen et comment vivaient les lycéens, le monde lycéen, notamment avec les discussions qu'il y a eu, les réformes qui ont été promises par le gouvernement comme Parcoursup et le plan étudiant, où c'est des questions qui sont au cœur de notre questionnement aussi sur notre nouvelle ligne politique. Et c'est pour cela que nous avons invité du monde dans nos états généraux pour avoir des échos de toute la gauche et aussi pour construire un programme visant le plus large possible pour l'humain. D'accord. Donc ce programme n'est pas clairement fixé au jour d'aujourd'hui. Non, justement, ça va dessiner la ligne politique que nous adopterons dès novembre 2018. Très bien. Nous allons passer à la situation politique d'En Marche. Nous le savons tous, il y a quelques temps, Emmanuel Macron est passé président de la République. Aujourd'hui, plusieurs stéréotypes, railleries autour d'Emmanuel Macron ont été présentés, notamment sur sa communication. On voit aujourd'hui qu'Emmanuel Macron est 40% dans les sondages, dans les opinions des Français. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron fait-il ce rassemblement qu'il a tant demandé, tant proposé lors de sa campagne? Est-ce qu'il est aujourd'hui vraiment le candidat qui rassemble les Français? Aujourd'hui, pour moi, Emmanuel Macron est le président qui rassemble autour d'idées fortes. Autour, que ça soit de l'écologie, on prend des valeurs fortes. Le budget pour l'écologie a été augmenté. Aussi au niveau donc environnemental, au niveau des énergies renouvelables, on est en train d'investir pour les énergies renouvelables afin de proposer justement une transition écologique de plus en plus importante. Au niveau justement du pouvoir d'achat, on propose aux Françaises et Français un pouvoir d'achat accru qui va permettre justement une relance économique, une relance de la consommation. Et donc c'est un cercle vertueux que l'on propose à toutes les Françaises et les Français, leur permettant justement d'avoir confiance à nouveau dans le système que l'on a. Aujourd'hui, il y avait quand même une vraie crise de confiance des Français dans le système qui était donné. Aujourd'hui, on voit que les Français ont de plus en plus confiance dans le système et on le voit, des investisseurs étrangers, internationaux reviennent en France. Vous avez des exemples? Pour les investisseurs? Oui, des investisseurs Oui, étrangers. alors par exemple pour les énergies renouvelables, vous avez de nombreuses entreprises qui sont justement en train d'être sollicitées à l'heure actuelle pour permettre justement une transition favorable. Nous avons aussi des chercheurs américains. Vous l'avez certainement suivi, Emmanuel Macron a fait appel, justement un appel généralisé, notamment pour les chercheurs aux États-Unis, concernant la recherche notamment environnementale. Et de nombreux ont d'ailleurs saisi cet appel et vont prochainement arriver en France. Et on va créer des centres d'excellence autour de l'environnement pour assurer cette transition, notamment écologique, qui va aussi, il faut bien le souligner, créer de l'emploi en France. Très bien. Vos paroles sont très claires. On comprend tout de suite ce que vous voulez dire. Le problème, c'est que parfois Emmanuel Macron a un double discours. Je vous donne l'exemple de Davos, il y a quelques jours, maintenant quelques semaines. Le président Emmanuel Macron a fait donc deux interviews devant la presse. Et ces deux interviews étaient l'une en anglais, l'une en français. Le problème, c'est que ces deux interviews ont été un petit peu différentes selon quelques personnes, selon quelques médias. Est-ce que vous avez une idée sur la ligne claire d'Emmanuel Macron? Est-il un libéral ou un protectionniste? D'accord. Alors, je pense qu'en France, il est vrai que cette notion finalement de flexi-sécurité dont on a beaucoup parlé pendant la campagne est encore un peu floue. Si l'on regarde par exemple les modèles scandinaves, cette notion de flexi-sécurité est beaucoup plus habituelle, on va dire. Et donc cette notion a été mieux comprise. Qu'est-ce que c'est la flexi-sécurité finalement? C'est donner de la flexibilité au niveau économique pour que tout un chacun se retrouve dans le modèle sociétal dans lequel on vit, que chacun puisse vivre à sa propre image finalement, qu'on donne la possibilité à tout un chacun d'être ce qu'il souhaite, mais en même temps de donner de la sécurité, mais au niveau de l'individu, non pas au niveau du système dans son ensemble, mais au niveau de l'individu. On veut protéger au niveau vraiment de la personne. Donc c'est-à-dire par exemple pour l'environnement, notamment vu que vous me parliez de l'environnement, il y a un procureur, notamment au niveau commercial, qui a été prévu dans le programme d'Emmanuel Macron, qui va justement assurer la protection des mesures environnementales et sociétales au niveau européen et au niveau des pays avec lesquels justement on va effectuer un commerce.
Très bien. Nous faisons une bonne transition entre notre thème 1 et notre thème 2 que nous allons tout de suite voir avec Maxime. Effectivement, puisque nous allons maintenant parler des questions de redistribution des richesses. Vous le savez, depuis la nouvelle mandature du président Emmanuel Macron, il s'est attaché à de nombreuses réformes fiscales. Alors, avant de rentrer dans le détail et les chiffres peut-être un petit peu complexes, d'abord votre avis général sur la visée globale de la réforme de la fiscalité d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes plutôt content ou mécontent de ce qu'il a fait? Je m'adresse d'abord à vous, Marie-Lou. Bien entendu, je suis mécontente de ce qui a été fait. Dans les réformes fiscales, on parle avant tout aussi de la suppression de l'ISF, donc de l'impôt de solidarité sur la fortune. On parle aussi de la baisse des 5 euros d'APL et du fait que maintenant, juste excusez-moi, par écrit, nous pouvons encore abaisser et diminuer les biens de chacun. Et aussi la suppression de la taxe d'habitation, je pense qu'on y reviendra un peu plus précisément dessus. Ainsi que l'augmentation de la CSG. On voit encore une fois que on tape hélas sur les plus faibles, à qui on demande encore et encore et encore, en laissant les plus aisés. Je ne suis pas d'accord. Juste pour rappel, vous mentionnez l'ISF qui n'est pas supprimé mais simplement modifié et qui s'applique toujours sur les valeurs immobilières. Votre réponse, Isis? Oui, alors, donc par rapport aux mesures fiscales, justement, qu'est-ce que ces mesures fiscales vont permettre? On parlait de la flexi-sécurité tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va permettre à travers ces réformes fiscales? C'est justement créer de la flexibilité, mais aussi permettre un meilleur pouvoir d'achat pour les individus. On va voir à la baisse les cotisations sociales pour tous les individus en France, parce que le travail doit justement être revalorisé. Donc les cotisations sociales vont être diminuées pour encore une fois accentuer le pouvoir d'achat, relancer la consommation qui va par là même relancer l'emploi. On le voit bien, il y a un cercle vertueux et on l'a bien vu, ces mesures fiscales font revenir des investisseurs étrangers en France que l'on ne voyait plus venir, qui n'avaient plus confiance dans notre système économique et social. On le voit bien, ces réformes vont permettre une redynamisation du marché français qui va tout d'abord bénéficier aux individus, qui vont retrouver des emplois pérennes dans des nouvelles économies sociales et solidaires, notamment par la croissance dans le secteur des énergies renouvelables. Une réaction, Marie-Lou? Vous parliez justement de l'augmentation du pouvoir d'achat de chaque Français. Cette suppression de la CSG donne à peu près une vingtaine d'euros pour un SMIC par mois, ce qui correspond à peu près à 260 euros par an. Bon, déjà 20 euros par mois, je ne pense pas que pour la plupart des foyers et de nos jeunes qui travaillent au SMIC ce soit suffisant, étant donné que, et notamment ici dans notre région, la vie augmente jour après jour et année après année. De plus, on parle de la suppression de la CSG, mais qu'en fait-on par exemple de nos retraités? La suppression de la CSG? L'augmentation de la CSG, pardon. Alors déjà, l'augmentation de la CSG est limitée à un périmètre bien clair. Et il y a 40% des personnes qui ne vont pas être touchées par cette réforme. Il faut savoir que toutes les personnes qui, justement, à l'heure actuelle, ont une CSG à taux réduit ou même qui ne la payent pas, ne vont pas être impactées. Et ça représente 40% des personnes. Les personnes, justement, qui vont avoir une modification, oui, c'est vrai, certaines personnes vont connaître une augmentation de la CSG. Ça va être des personnes qui ont des revenus supérieurs, qui leur permettent, justement, d'avoir un cadre de vie assez important. Donc, par exemple, c'est certainement au-dessus des 2500 euros net qu'on va davantage sentir l'augmentation de la CSG. Mais quand, encore une fois, vous voyez la baisse, voire la disparition de la taxe d'habitation pour 4 Français sur 5, finalement, le pouvoir d'achat, on le voit, va même augmenter. Donc, c'est un faux problème. Le pouvoir d'achat augmente pour les Françaises et les Français. Et ça va recréer, encore une fois, une dynamisation, une dynamique sur le marché de l'emploi, mais aussi de la consommation. Et donc, c'est un changement favorable pour notre économie, notre société. Et comment les communes vont remplacer la taxe d'habitation qui allait tout droit dans leur caisse à la base? Alors, il a été très clairement dit par l'État qu'à l'euro près, l'État allait reverser la somme équivalente à ce qui était l'équivalent de la taxe d'habitation. Donc, il y aura zéro changement pour justement les villes et les municipalités.
Et quand on C'est parle un de faux nos- problème. Et quand on parle de nos aidés en maison de retraite, qui du coup n'ont pas l'impact de la suppression de la taxe d'habitation, mais qui voient quand même leur retraite baisser, dans des EHPAD où en fait tout le monde est saturé, dans des EHPAD où en fait notre service public va mal, et c'est pour ça qu'on voit ces dernières semaines des manifestations, qu'on voit que le personnel se manifeste avec les familles de résidents, où on voit qu'il y a une douche par mois qui est prévue, des toilettes à la chaîne, et on voit que tout le monde en souffre en fait, que ce soit les familles, les résidents et autant que le personnel. Comment on fait là? On n'a pas assez de richesse qui a été redistribuée en fait. On nous donne des miettes pour se dire on se bat avec des miettes, c'est ça le problème. C'est que de la richesse, il y en a en France. On a encore un des pays où on est quand même important en Europe, on a quand même une bonne stabilité. Et mine de rien, on est encore là à piétiner sur les pauvres qui vont encore les plus faibles au final, qui ont besoin de la solidarité que donne la France et dans quoi s'engage la France. Au final, on perd tout ça pour se dire on va augmenter de 20 euros par mois mon SMIC et je dois être content de ça, je dois me satisfaire de ça. Ce n'est pas possible, on le sait très bien. On le sait très bien quand on voit le prix des loyers aujourd'hui, quand on voit le prix de la vie et quand on voit quand on est jeune aussi, surtout parce que je parle en tant que jeune aussi de ce que je connais moi. Et de ce dans quoi je milite, c'est que les jeunes décident de partir de plus en plus tard de chez leurs parents. Les jeunes représentent quand même 30% de la population française. C'est la plus grosse partie qui est touchée par le chômage. Ce sont ceux qui ont encore du mal à avoir des diplômes ou un travail. Les jeunes, c'est tout ça, et en fait, on leur propose juste une toute petite augmentation d'une vingtaine d'euros sur leur SMIC au final, puisqu'au début de la vie, c'est ce qu'on gagne quand on a Alors, je très tiens à peu préciser d'études. qu'il n'y a pas que des jeunes qui gagnent le SMIC, hein, il Oui, faut bien non, le je sais très préciser. bien. Hein. Alors Il y a un souci. sur ces questions, vous parliez des possibles inégalités en France. Je vais faire un petit rappel chiffré. Je me base sur les sources de l'OCDE. Le rapport interdécile, c'est-à-dire la différence entre ce que gagne le revenu médian des 10% des personnes les plus pauvres en France et les 10% les plus riches, est de 3,5. C'est-à-dire que le salaire médian des 10% des plus riches est 3,5 fois supérieur à celui des 10% les plus pauvres. Est-ce que ça vous semble un chiffre trop élevé, pas assez élevé, choquant? Une réaction, Marilou, peut-être? Alors oui, on parle souvent des grandes différences qu'il y a de salaire et c'est justement l'écart des richesses qui montre à un moment donné si le pays et les politiques économiques vont bien ou vont mal. 3,5 c'est trop pour vous? Je pense qu'il doit y avoir un seuil de maximum, en tout cas dans ce qui est du salaire. Et je pense qu'il doit y avoir une juste redistribution des richesses, notamment au sein des entreprises, notamment au sein de la solidarité et des minima sociaux qu'on a, nous, en France. Donc vous êtes pour la limitation finalement des salaires. Oui, je suis pour la limitation des salaires. Mais parce que justement, si on limite les salaires, ça veut dire que les bénéfices qui vont en découdre ne vont pas. Les bénéfices qu'il y a dans une entreprise, le problème aujourd'hui, c'est qu'elles sont trop souvent redistribuées aux cadres, à ceux qui gèrent l'entreprise, et au final en oubliant ceux qui font l'entreprise. Et parce que je suis désolée, un patron sans ouvrier, il n'y a plus d'entreprise. Des ouvriers sans patron, il y a une entreprise, il y a une possibilité de créer une entreprise. Mais vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, justement, il y a beaucoup d'employeurs qui ne peuvent plus employer de salariés de par le cadre législatif qui existe en France. Justement, comme vous le dites, pourquoi avoir cette dichotomie entre l'employeur et l'employé? Ils travaillent ensemble, donc aidons-les ensemble à faire grandir leur entreprise. Et il est normal que l'entrepreneur qui prend des risques soit mieux rémunéré par rapport à son entreprise. Et après, il y a une redistribution des richesses. Je peux vous assurer qu'un employeur qui a un bon employé va tout faire pour le maintenir dans sa société. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Le Monde, d'ailleurs, l'a soutenu il y a peu. Dans tous les pays d'Europe où il y a moins de 10% de chômage à l'heure actuelle, les entreprises ont du mal à recruter. Ils ont des soucis pour avoir des talents au sein de leur entreprise. Donc, il y a un vrai partenariat, je dirais, entre l'employeur et l'employé. L'employeur a tout intérêt à ce que ça se passe bien avec l'employé. Bien sûr qu'il y a des mauvais employeurs, bien sûr qu'il y a des mauvais employés, et vice-versa. Mais il faut reconnaître cette notion de partenariat et arrêter de créer des dichotomies dans notre société. Les employeurs ont besoin des employés et les employés ont besoin des employeurs. On a besoin de travailler main dans la main, ensemble, pour redonner confiance aux Françaises et aux Français dans leur système et recréer un système aussi dynamique. Parce que si l'économie est relancée, on va aussi permettre à l'employé, en ayant des diversités de choix par rapport aux emplois, à justement faire le choix de partir de l'entreprise. Et c'est là qu'on regagne aussi un certain crédit, un certain pouvoir au regard de la société dans laquelle on vit.
Vous dites qu'il y a des employeurs et des employés, ça on a bien compris. Néanmoins, on dirait que lorsque vous dites employeur ou employé, tous les employés sont les mêmes et tous les employeurs aussi. Qu'est-ce que vous faites Non, justement. Très bien, oui, mais attendez, laissez-moi finir s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites des employeurs qui sont gérants de très grandes entreprises et ceux de PME par exemple? Où est la différence, vous, dans la politique d'Emmanuel Macron, que vous faites entre les deux types, le type grande entreprise et petites entreprises? Alors c'est une très bonne question et d'ailleurs le tissu économique et social français, il faut bien le rappeler, est principalement composé de PME. Donc les entreprises qui créent de la valeur ajoutée et beaucoup d'emplois sont principalement des PME en France. Et on s'attaque, vous l'avez bien vu, au niveau européen et français, à la situation notamment des GAFA à l'heure actuelle, pour justement faire en sorte qu'il y ait une politique fiscale commune au niveau européen, de manière à ce que tous les GAFA payent également l'impôt pour redistribuer ces richesses. Donc Emmanuel Macron s'inscrit véritablement, justement, dans cette égalité des statuts entre PME et grandes sociétés du CAC 40, par exemple. Vous souhaitez réagir à ce que vient de dire votre... Moi, je vais plutôt réagir à votre question. Oui, il y a une grande différence entre les entreprises des PME Pourquoi ne et pas les répondre grandes... à ma question? Est-ce que c'est gênant? Non, pas du tout. D'accord. Mais je pense Vous que pouvez vous faire avez exposé votre avis. Moi, je veux bien exposer le mien par rapport à la question qu'on m'a posée. D'accord, donc vous évitez le problème en fait. Non, pas du tout. Je réponds D'accord. à la première question qu'on m'a posée. Elle n'était pas posée à vous, hein, soit dit en passant. Vous répondez à celle que vous voulez. Donc je pense qu'il y a une différence à faire entre les grandes entreprises et les petites entreprises et les moyennes entreprises, où justement ce sont des entreprises qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, il faut un cahier des charges clair, et il faut que l'État s'engage aussi auprès de ces sociétés, il faut que l'État s'engage aussi auprès des formations qu'il y a à faire au sein des entreprises, etc. Par contre, concernant les grandes entreprises, ça oui, ce sont, on va dire, les cancres de la France, je pense. En tout cas, en ce qui concerne la France, c'est que, encore une fois, on parle de grandes entreprises qui vont délocaliser ailleurs pour payer moins cher. On parle de grandes entreprises, d'une fuite des grandes entreprises au sein de la France, alors qu'au final, on parle d'étouffement par le poids du travail que peuvent avoir les entreprises. Mais au final, je pense qu'on déplace le problème encore une fois et encore une fois pour dire que on a encore en France des problèmes de fraude fiscale par des entreprises où, au final, si rien que le taux de la fraude fiscale qui représente plusieurs millions d'euros était redistribué au sein des entreprises et au sein du pays, on aurait déjà, je pense, fait un grand pas en avant pour le bienfait aussi des travailleurs et l'émancipation par le travail. Ma question maintenant, Marilou, c'est quelle solution pour ces grandes entreprises? Qu'est-ce qu'on fait? On nationalise par exemple? Comment on gère ce problème? Oui, d'abord le Parti communiste a souhaité renationaliser des entreprises, refaire de la France une place forte dans l'industrie, refaire de la France une place forte au sein de l'Europe, mais aussi du monde, par ses industries et par son savoir, puisqu'il y a du savoir dans la France. Nous avons quand même des intellectuels, nous avons quand même des gens qui ont une richesse à nous apporter dans notre pays, et je pense que la nationalisation permettra de l'exploiter au profit de tous. Et donc vous pensez que l'industrie, c'est l'avenir de la France de demain? Je pense que c'est une partie de la réponse. Pas les technologies de pointe, Mais je pense sont pas très compétitifs au niveau international sur tout ce qui est industriel. Quand on voit nos amis un petit peu orientaux, les nouveaux dragons qui, eux sont compétitifs sur les secteurs industriels. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à livrer bataille sur ce terrain-là ou est-ce qu'on change de politique? Je pense qu'on peut continuer à mener la bataille sur ce terrain-là, mais je pense aussi qu'on peut faire des partenariats. L'Europe sert aussi à ça, et il y a des gens en dehors de la France qui sont aussi dans l'Europe et qui sont dans le monde. Et je pense que la mondialisation nous sert à ça aussi, qu'aujourd'hui nous avons la chance de ne plus avoir des distances aussi grandes et aussi impossibles qui étaient avant à franchir, et que ça ne peut être que bénéfique que de faire que de travailler avec d'autres pays européens et d'autres pays du monde sur les questions justement de la technologie. Et je pense qu'on ne peut que performer. D'accord. Je suis navré, c'est un petit peu décousu. On a une question internaute pour vous, Isis, de tout à l'heure, quand on parlait des taxes d'habitation. Oui. Puisque vous avez déclaré, ce qu'a déclaré la présidence d'En Marche, c'était que l'État allait reverser aux collectivités à l'euro près la perte du financement de la taxe d'habitation. Avec quel argent?
Avec quel argent? Comme on l'a vu notamment par exemple avec la fiscalité environnementale, on va dégager 12 milliards d'euros déjà. Donc il y a aussi par rapport à la CSG, un point de la CSG en vaut deux par rapport par exemple aux cotisations sociales. Donc il va y avoir aussi cette recrudescence-là. Par rapport à l'impôt sur la société ou sur les cotisations, par exemple le CICE que l'on donnait jusqu'à présent, il va être annulé pour justement faire en sorte que les cotisations, que pour justement la fiscalité sera plus légère aussi par rapport aux entreprises. On va abaisser leur taux, leur fiscalité. Donc tout cela va dégager une augmentation Si on fiscale. baisse la fiscalité, on va pas augmenter les recettes. Non, je parlais par rapport au CICE. Donc le CICE ne va plus être alloué. Ah, donc, Donc, suppression de cotisations salariales et CICE. Voilà, tout D'accord. à fait. Et aussi au niveau environnemental, comme je vous disais, on va aligner la fiscalité pour le diesel avec notamment la fiscalité pour le pétrole, ce qui va permettre un profit de 12 milliards d'euros. Vous savez à peu près combien c'est la taxe d'habitation, combien ça représente en euros à dégager? Alors je ne vais pas avoir un chiffre précis par rapport à cela, mais je veux dire qu'avec toutes ces réformes fiscales, on va arriver justement à égaler le montant qui sera alloué aux collectivités territoriales. D'accord. Et du coup, quel horizon? Emmanuel Macron a parlé de 2020. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux, 2020 Écoutez, pour les réformes globales fiscales? c'est-à-dire par rapport à quel... Par rapport à la taxe d'habitation, il a dit que ça se ferait partir jusqu'en 2020, donc on peut attendre donc à ce là, que... il y a un dégrèvement qui va commencer Tout dès à cette fait. année jusqu'en 2020. Ça va s'étaler dans le temps. Mais est-ce que 2020, c'est pas un peu trop ambitieux en termes de... Avec toutes ces modifications fiscales, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux d'ici seulement 2 ans? Je demande à ce que l'on soit ambitieux. Soyons ambitieux, soyons fiers. Et voyons ce que la transformation fiscale va apporter. Mais les calculs ont été faits. Et 2020 devrait être l'année justement de la fin de la taxe d'habitation pour 4 Français sur 5, je le précise. Réaction, Marie-Lou? Sur la taxe d'habitation, je pense, j'ai mis des doutes sur la taxe d'habitation, étant donné que pour moi, dans les municipalités, normalement, constitutionnellement, en plus, ont le droit d'être autonomes dans leur commune, et donc j'ai à voir si l'État remboursera à l'euro près le manque à gagner. Nous allons passer donc maintenant à un nouveau thème, celui de l'Union européenne. Et plus simplement du leadership supposé d'Emmanuel Macron. C'est à vous donc que je m'adresse, Isis. Vous connaissez tous les petits soucis, petits problèmes qu'il y a aujourd'hui dans l'Union européenne, notamment avec montée, par exemple en Pologne, des populismes. Il y a aussi Angela Merkel qui a commencé à avoir des difficultés au niveau de l'électoral, mais depuis hier a eu donc un remaniement avec Monsieur Schulz. Et aujourd'hui, ma question elle est simple, avec la Catalogne et tout ce qui s'ensuit, on s'ensuit peut-être à une dislocation de l'Union européenne. On peut la supposer en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron pourrait être le nouveau président de l'Union européenne? Quand on parle par exemple d'Union européenne fédérale, est-ce que donc aujourd'hui Emmanuel Macron serait celui qui peut rassembler tout le monde au sein de l'Union européenne? Donc à l'heure actuelle, ce que l'on peut voir, c'est un renforcement de l'Union européenne à travers notamment le couple franco-allemand. On l'a vu avec la constitution du Gréco, le couple franco-allemand connaît son apogée. Il va certainement y avoir des réformes, notamment au niveau fiscal, qui vont voir le jour très prochainement. On a vu aussi en Europe d'autres pays tels que l'Autriche avec l'élection d'Alexander Van der Bellen, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, il y a quand même des mouvements pro-européens qui voient le jour. Alors je suis d'accord avec vous, il y a en effet en parallèle des mouvements qui sont toujours eurosceptiques. Néanmoins, on le voit bien, les pays, il y a un noyau dur pro-européen et Emmanuel Macron a bien parlé d'une Europe à 2 vitesses. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait, avec un noyau dur, aller plus loin ensemble dans ce mouvement de flexi-sécurité, toujours, c'est-à-dire rendre justement des accords plus flexibles au niveau commercial pour justement renforcer le bloc européen par rapport aux autres blocs régionaux et aussi pouvoir impacter sur la sécurité des Européens, notamment la sécurité des territoires. On est plus fort ensemble au niveau européen pour notamment contribuer par rapport à une armée européenne, par exemple. On est plus fort ensemble que
en France au regard de notre territoire français. Donc pour vous, l'armée serait peut-être le cheval de bataille d'Emmanuel Macron en l'Union européenne pour pouvoir rassembler tous les pays. Alors ça, c'était un exemple. Après, pour ce qui est de l'Europe au sens plus large, là, on l'a bien vu au niveau européen, il y a quand même des mouvements pro-macronistes, si je puis dire, qui sont en train de se rallier autour du programme d'Emmanuel Macron pour faire en sorte justement qu'au niveau fiscal, on ait notamment des assiettes communes pour pouvoir avoir une fiscalité beaucoup moins mortifère et que justement il y ait une union plus renforcée, je dirais, au niveau économique et sociétal. Je vous parlais tout à l'heure aussi du procureur économique qui allait réguler sur les questions sociétales et environnementales et qui nous donneront une politique commune au niveau européen, donnant une meilleure représentativité et des valeurs communes à l'Europe. Du coup, on pourrait vous poser la même question, Marie-Lou. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut incarner un leadership européen ? Je pense que déjà l'Union européenne, ça fait bien longtemps qu'elle est en crise, que la situation, qu'on doit construire une Union européenne afin de préserver les peuples qui y vivent et aussi la finance qu'il y a dedans. Nous sommes à un stade de défiance populaire vis-à-vis des instances européennes où justement, comme vous parliez tout à l'heure, on voit la montée des extrêmes et du populisme. On voit aussi, il y a eu le Brexit, mine de rien, et on voit que parfois les coopérations entre territoires peuvent devenir très très difficiles. Je pense tout d'abord que pourtant l'Europe est une instance qui est très importante et dont nous devons nous servir tous pour relever les grands défis mondiaux. Et je ne pense pas que l'Europe doit être représentée par un leadership d'un pays. Je pense que l'Europe doit être représentée comme elle l'est, comme des peuples en fait qui vivent ensemble. Comme ce que nous sommes, les différences qu'il y a entre nous, que ce soit culturelles, etc. Je pense que justement tous ces peuples doivent travailler ensemble pour créer l'Europe qui va mettre justement l'humain au début, qu'on a trop délaissé, je pense, ces dernières années pour des réformes plus politiques et voire complètement économiques, en fait, au final. Est-ce que le système de l'Union européenne, aujourd'hui, le Parti communiste français, il va à celui-ci ? Est-ce que tout va bien dans l'Union européenne ? Non. Pour le Parti communiste, non, tout ne va pas bien, justement. Quand je vous parle des peuples au sein de l'Union européenne, on le voit, il y a beaucoup de mobilité au sein de l'Union européenne, de par le travail, de par les familles, de par aussi les jeunes qui partent rechercher souvent ailleurs en Europe, de voir comment ça se passe, comment se passe le monde du travail, comment se passent les études là-bas. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Parti communiste ne s'engage pas dans la voie dans laquelle prend l'Union européenne, c'est que justement nous avons trop oublié ces acquis-là qui sont l'humain, qui sont l'Union européenne, c'est une arme aussi, par exemple, pour le monde du travail. Il y a beaucoup trop de disparités dans les différents pays de l'Union européenne sur le monde du travail, justement. Et je pense que la question qui se pose, où nous avons des travailleurs détachés, où nous avons des mobilités dues au travail, je pense que c'est le Parti communiste réfléchit sur ces questions-là, a proposé des réformes vis-à-vis de ça, notamment mettre en place des visas sociaux, mettre en place une plus libre circulation au sein des terres et ne pas se renfermer chacun dans son pays au sein de l'Union européenne, justement. Justement, vous parliez de la directive sur les travailleurs détachés. Ça a une actualité tout à fait récente puisque Emmanuel Macron a tenu, en partenariat avec les autres pays européens, à réformer cette directive. Peut-être que Isis, vous pouvez nous en dire un mot, nous éclairer sur le sujet. Oui, donc par rapport aux travailleurs détachés, justement, il est vrai qu'il y a eu des débordements par rapport à la loi. Il faut rappeler le principe initial du travailleur détaché, c'est qu'il y a une durée limitée dans le temps pour ce travail détaché, et ça doit être par rapport à un besoin temporaire que cette personne doit aller dans d'un pays A vers un pays B. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu des jeux, entre guillemets, avec ces durées, qui, par exemple, s'il y avait un travailleur qui allait pendant 2 semaines, par exemple, dans un pays B, revenait dans le pays A et repartait plusieurs semaines ou mois par la suite dans ce pays B, dans ce cas-là, la durée repartait de 0, si vous préférez. Donc il y a eu des débordements. Donc Emmanuel Macron s'est attelé avec les pays européens à faire en sorte que le travailleur détaché s'inscrive dans une durée limitée lorsqu'il allait dans un pays étranger, de manière à préserver l'intention même de cette loi.
Maintenant, la circulation par rapport au travail peut être une très bonne idée. D'ailleurs, on a beaucoup de Français, de travailleurs détachés français, il faut le rappeler, qu'ils travaillent à l'étranger à travers le travail détaché, qui bénéficient de ce système. Donc c'est un régime très bénéficiaire par rapport aux travailleurs détachés français. Mais il faut revenir à la source même du texte, qui est une durée limitée du travail détaché. Et c'est ce à quoi s'est attelé Emmanuel Macron avec ses partenaires européens. Cette réforme vous convient-elle de la directive des travailleurs détachés, Marie-Lou ? Je pense qu'il faudra creuser encore plus profondément sur cette question-là, puisque la question des travailleurs détachés montre plusieurs choses au final aussi, montre qu'il y a des besoins au sein de l'Europe qui ne correspondent pas forcément à certains pays. Certains pays ne vont pas amener les besoins, quand je parlais tout à l'heure d'unifier le monde du travail, justement c'est unifier l'égalité salariale dans tous les pays. En France, on est les mauvais élèves vis-à-vis de ça, il faut se le dire. En France, nous sommes parmi les derniers dans les pays européens à avoir un des taux les plus forts d'inégalité salariale au final, entre femmes et hommes. Entre femmes et hommes, d'accord. Je pense que toutes ces questions, l'égalité salariale, le monde du travail, la durée du temps de travail et aussi le salaire minimum des pays est une question dont l'Europe doit se mettre en place dessus et doit être juste en fait dessus pour unifier le maximum de pays et que justement il n'y ait plus de travailleurs détachés obligés de venir en France ou dans d'autres pays pour espérer gagner un peu plus au final que dans leur pays de base. Je pense que, mais mine de rien, ce sera aussi une coopération internationale. D'accord. On a une question internaute de Sébastien Faustini qui vous demande, j'imagine à vous Isis, est-ce que Emmanuel Macron est favorable à l'intégration au sein de l'Union européenne de certains pays des Balkans, puisque vous parliez d'Europe à deux vitesses, est-il favorable à cette intégration ? Écoutez, il va falloir lui poser la question directement. Je n'ai pas eu ses confessions à cet égard. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a des renforcements politiques et économiques par rapport à justement des échanges économiques. Pensez-vous que ça va faire qu'il souhaite appliquer la même politique, par exemple, qu'avec la Turquie ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un renforcement économique entre les différents pays. Ce qui est sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il doit y avoir un véritable respect des conventions européennes, que ce soit au niveau sociétal ou environnemental, si on devait aller plus loin sur des échanges économiques approfondis. D'accord. Puisque apparemment, il aurait déclaré être favorable à l'intégration de la Bosnie, notamment. Mm-hmm. Vous n'avez pas d'informations supplémentaires. Très bien. On va peut-être parler de certaines des propositions. Oui, moi j'aimerais bien reprendre le sujet et le débat de l'armée européenne, qui est certes très intéressante. J'aimerais vous entendre, vous, Marie-Lou. Est-ce que pour vous, construire une armée européenne, c'est on va dire, un choix important et décisif ? Non, je pense pas du tout. Déjà, une armée européenne, je ne vois pas pour l'instant contre qui nous sommes en guerre, vraiment. Je pense en plus que s'il y a une guerre, elle n'aura pas forcément, ce ne sera pas forcément les mêmes guerres que nous avons connues par le passé. Donc, je ne vois pas l'importance de mobiliser une armée européenne, sachant qu'il y a déjà des services européens qui remplissent certaines fonctions. Je pense notamment à Frontex ou à des services de ce genre-là qui sont dans l'intervention de la protection, qui s'engagent dans la protection de nos frontières européennes sur le papier. On a quand même vu qu'il y a eu des lacunes, notamment pendant des actes assez terribles en France. Il y a eu zéro coopération entre les pays justement sur des échanges d'informations qui auraient pu potentiellement prévenir justement des actes terroristes. Donc il est plus que nécessaire d'échanger des informations en amont, mais aussi d'agir ensemble pour prévenir ces risques. Au niveau européen, on est beaucoup plus fort que simplement au niveau national. Si justement on ouvre les frontières, on ouvre les informations et on rétablit une coopération renforcée entre tous les pays européens. Pour l'ouverture d'informations, je suis complètement d'accord avec vous, vraiment. Où vous avez raison, il y a besoin aujourd'hui, je pense, d'une coopération européenne sur des questions comme ça. Normalement, on parlait, aussi le terrorisme qu'il y a eu, les actes terroristes qu'il y a eu en France en font partie aussi.
Et oui, il y a besoin d'une autre coopération. Je pense que c'est aberrant aujourd'hui de voir que au sein des pays On est d'accord, frontaliers, notez-le. Sur cette question de l'armée européenne, qu'est-ce que vous faites du choix citoyen qui a été fait en 2005 lors du référendum sur la Constitution européenne, laquelle prévoyait la création d'une armée de défense européenne? Est-ce que c'est pas la manifestation de la volonté du peuple souverain de ne pas vouloir s'attacher d'une armée européenne? Excusez-moi, pouvez-vous reformuler votre En question? 2005, il y a eu une consultation référendaire en France sur la possible mise en application d'un traité européen, lequel disposait de la création d'une armée européenne. Donc, vouloir aujourd'hui, Emmanuel Macron, j'entends, d'une armée européenne, est-ce que ce n'est pas nier la volonté du peuple souverain qui s'est exprimée lors de cette occasion? Donc finalement, cette armée, aujourd'hui, on est dans une situation quand même assez particulière. On l'a vu au regard justement de la technologie qui évolue et au regard de la situation aussi, de la sécurité de notre situation en tant que citoyen. Il y a quand même un cri qui vient des citoyens pour plus de sécurité. Et cette sécurité, on ne peut plus l'assurer seulement au niveau national. Il est nécessaire au niveau européen de renforcer nos troupes, nos informations et nos ressources pour justement au mieux protéger le territoire. C'est cela que demandent les Françaises et les Français. C'est plus de sécurité, plus de collaboration. Il faut d'abord leur demander aux Français et aux Françaises, notamment via un nouveau référendum? Alors, Emmanuel Macron a été élu sur la base d'un programme et il a été très clair sur son programme au niveau européen. Ça ne l'empêche pas de faire des référendums pour consulter l'avis du peuple. Enfin, quand on est élu sur la base d'un programme, il l'a dit, il le fait. Donc c'est sa conception de la démocratie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Enfin, quand on est élu, c'est la voix du Être peuple élu qui s'exprime. et préparer des réformes de niveau constitutionnel, puisqu'on parle de niveau constitutionnel ici, sans demander l'avis du peuple. Alors que c'est quand même l'une de ses prérogatives lorsqu'on parle de réforme constitutionnelle. Il me semble que quand on est élu, c'est l'expression la plus pure du peuple et des citoyens. Démocratie représentative et donc pas participative. Là, c'est une question, on part sur des questions philosophiques à étendue beaucoup plus large. Mais quand on est élu sur la base d'une élection démocratique, quand on présente un programme, on est élu sur la base d'un programme. D'accord. Peut-être parler rapidement d'une de vos propositions concernant, enfin j'entends d'une de vos propositions, celle du Parti communiste, de mettre en place une taxe financière sur les transactions financières en Europe qui a été proposée par votre Parti communiste. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Le but de cette taxe financière a comme objectif de refinancer et toujours dans cette optique de partage des richesses. Nous proposons aux investisseurs de revenir en Europe, de revenir plus loin qu'en France, de revenir en Europe en général, mais nous demandons aussi qu'il y ait un contrat entre ce qu'est l'institution européenne sur des questions justement financières, mais aussi environnementales. D'accord. Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette mesure de créer une taxe sur les transactions financières? Pour ma part, je pense que établir une telle taxe nuirait particulièrement à la création d'entreprises et du retour finalement des entrepreneurs en France, étant donné qu'on vit dans un monde qui est un monde global, où en France, pour faire revenir des investisseurs, il faut rétablir une confiance, un environnement de confiance, où ils vont pouvoir revenir sur une base de sérénité. Et en taxant finalement davantage les entrepreneurs, est-ce que vous envoyez vraiment un signal positif de confiance à ces mêmes investisseurs? Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer un environnement serein pour tous. C'est-à-dire que pour l'individu, en libéralisant finalement, en élargissant le champ des possibles, on sent la possibilité de passer d'un environnement A à un environnement B, tout en permettant finalement aux entreprises de se réinstaller en France. Mais finalement, venir directement avec une sanction, est-ce que c'est vraiment ce qui va favoriser l'investissement en France et justement créer de l'emploi et diminuer le chômage en France? Je ne suis pas sûre. Il ne faut pas le voir comme une sanction, excusez-moi. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut le voir comme le fait que aujourd'hui, oui, il y a encore des problèmes. On a des problèmes de réindustrialisation en France. On a des problèmes de réinvestissement en France. Et encore, on se dit que nous sommes trop, en Europe, nous sommes trop hermétiques au fait d'accepter les nouvelles entreprises qui viennent s'installer chez nous.
Je ne pense pas du tout que ce soit. Je ne pense que la taxe est la bonne solution sur le fait qu'il y a besoin d'une redistribution des Nous richesses, sommes d'accord. où il y a besoin, au final, l'argent doit aussi venir de quelque part, et l'argent vient aussi des investissements en France. C'est un contrat qu'on se donne aussi sur le territoire donné au final. C'est un contrat, c'est un échange, ce n'est pas juste une punition au final, c'est vraiment dans le sens d'un contrat. Mais quel est l'appel que vous lancez justement aux investisseurs à travers ces mesures? Pensez-vous qu'en leur disant si vous venez, vous aurez nécessairement une sanction qui s'accole à votre retour en France? Je rappelle simplement que cette taxe existe aujourd'hui en France, en fait, et elle est non pas défendue par Emmanuel Macron, mais c'est aujourd'hui, en tout cas dans les tuyaux de l'administration, de l'élargir à l'Europe entière, et c'est soutenu par le gouvernement aujourd'hui. Il y a d'ailleurs un rapport de la Cour des comptes qui a été publié récemment sur cette taxe. Donc, il faut penser que le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord avec cette idée que taxer les transactions financières serait faire peur aux investisseurs. Disons que si on l'élargit, là, ça change le champ des possibles. Élargir c'est- au niveau de l'Europe tout entière? Non, c'est-à-dire que là, vous étiez pour une... Non, c'est juste pour unifier fiscalisation encore, plus- c'est encore pour unifier une fois encore l'Europe entière sur des questions comme ça où nous avons besoin de mettre en commun encore une fois. C'est vraiment dans le but de mettre en commun. D'accord, donc c'est au niveau européen. Très bien. Dernière question qui appelle une réponse très rapide avant de passer au prochain thème. Est-ce que vous pensez que demain, l'Europe a encore un avenir? Rapidement. Oui, non? Bien sûr, et je dirais même qu'il y a un retour justement de l'europhilie. On le voit à l'heure actuelle, il y a des retours de mouvements tels que Pulse of Europe, qui a notamment été récemment créé à Nice et qui existe dans d'autres parties du monde. On a aussi de plus en plus de jeunes engagés en faveur de l'Europe. On n'a jamais vu autant d'associations arriver, que ce soit au niveau des étudiants ou autres, en faveur de l'Europe. Donc oui, il y a clairement un retour de l'europhilie, je dirais. Il y a un avenir qui est clair. Oui, il y a un futur pour l'Europe, mais il y a un futur qui va changer pour l'Europe. Et justement, comme je disais tout à l'heure, où il faudra remettre l'humain au milieu de l'Europe, qu'on a trop longtemps oublié. Car si on délaisse ce côté humain de l'Europe, il n'y aura plus d'Europe, parce qu'il n'y aura plus de gens pour faire l'Europe au final. Donc oui, nous avons besoin de remettre au centre des questions ces questions d'humain et d'émancipation des peuples et de chacun dans l'Europe. Très bien, merci pour ce que vous nous avez dit. Nous allons passer à notre dernière partie qui est le thème de l'écologie et notamment du nucléaire en France. Alors, je me tourne vers vous, Isis. C'est pour la sortie du nucléaire. Donc, Nicolas Hulot a parlé il y a maintenant quelques jours comme de quoi il voulait sortir du nucléaire, mais plutôt repousser la date en 2030, 2035. Alors qu'il était prévu au départ que nous en sortions beaucoup plus tôt. Est-ce que vous êtes... pouvez-vous plutôt tout simplement arriver à nous décrire la pensée de Nicolas Hulot lorsqu'il dit ça? Parce il est difficile de comprendre son changement de position, celui qui est dans le gouvernement l'un des préférés chez les Français. Très bien. Donc c'est vrai que c'est une question assez large et assez complexe. Il est vrai que au regard de l'objectif fixé, on se doit aujourd'hui d'évaluer les structures que l'on a en France par rapport à ce mix énergétique. Et aujourd'hui, on a une étude qui a été faite par le RTE et qui a démontré qu'il n'était pas possible, à l'horizon 2025, d'arriver à un mix énergétique de 50% par rapport à l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que nos infrastructures ne le permettent pas. Il va falloir réinvestir. Il faudrait, pour arriver à ce résultat orthodoxe, continuer à utiliser l'énergie, le charbon, et même potentiellement réouvrir une centrale thermique. Donc on le voit bien par rapport à nos objectifs climatiques, on irait à l'encontre même de nos obligations sur lesquelles que nous nous étions fixés au niveau climatique. Donc aujourd'hui, c'est un choix de raison que l'on doit faire au regard des structures qui existent en France. Donc ce que l'on s'impose aujourd'hui, c'est de faire justement revenir, de vraiment s'atteler à avoir une recherche poussée au niveau des énergies renouvelables pour améliorer le champ des possibles en France et également d'avoir des infrastructures solides permettant justement d'atteindre cet objectif. Cet objectif, vous savez combien il pourrait coûter à la France ?
cet objectif afin de donc là en ce De- moment en fait il y a une commission justement qui s'organise aussi avec le RTE qui a l'obligation justement d'assurer ce mix énergétique et d'assurer pour analyser le meilleur mix énergétique dans un délai fixé. Donc à l'heure actuelle il y a une commission qui s'organise pour arriver à ce point-là. Très bien, donc je vais donner ce chiffre. Selon EDF, Oui. le coût serait de 75 milliards d'euros, même si les experts pensent que ce coût est bien trop peu comparé à la tâche qui s'annonce immense. Plusieurs pensent qu'il faudra à la France débourser 100 milliards d'euros. Je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la sortie du nucléaire? Est-ce que vous pensez que c'est une priorité en France, sachant que nous marchons aujourd'hui en France avec cette énergie qui est en totalité utilisée à 45% de l'ensemble des énergies utilisées par la France? Je pense que la première question est notre futur environnemental. Et bien sûr, le débat sur le nucléaire entre tout à fait là-dedans, car oui, le nucléaire est fait notre énergie aujourd'hui. Et c'est l'énergie la plus propre qu'on a pour l'instant. Par exemple, on doit être en accord avec les accords de Paris qui nous demandent un taux de CO2 pratiquement nul. Le nucléaire y répond. Il n'y a pratiquement pas de CO2 qui sont dégagés. C'est une énergie qu'on pourrait dire propre. Mais seulement, comme on le sait tous, toutes ces centrales commencent à devenir vieilles. Nous avons besoin de réinvestir encore pour les faire continuer. Si je pense que l'objectif de 2030-2035 a été cité, c'est parce qu'on pense qu'on peut encore donner 10 à 15 ans de vie à nos centrales. Et la Cour des comptes disait que quitter le nucléaire coûterait 100 milliards d'euros. Sachant qu'il continuait coûterait pratiquement aussi cher, la question se pose sur comment est-ce qu'on va faire au plus vite pour passer à l'énergie la plus propre, à la moins dangereuse, parce qu'il y a aussi la dangerosité du nucléaire qu'il faut se poser comme question, où les Français sont en droit de savoir, sur les risques d'accident, sur les déchets qui sont enfouis. Il y a tout ça aussi à prendre en compte, où en fait, je pense que c'est une question très compliquée à laquelle s'attaque pour l'instant Nicolas Hulot sur celle du nucléaire et les objectifs de sortie, où en fait il y a forcément un accord qu'on ne va pas pouvoir suivre. Si c'est soit l'accord de Paris, comme vous disiez tout à l'heure, où il va falloir réouvrir des centrales thermiques, où il va falloir repasser à des énergies dites fossiles, parce que les énergies renouvelables ne sont pas utilisables de suite et ne sont pas prêtes à prendre le pas sur la fin du nucléaire aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir sacrifier un des deux et je pense que oui, à terme, il faudra sortir ou diminuer en tout cas notre part de nucléaire parce que pour l'instant, nous ne savons pas encore quels effets nous avons dessus. Je pense qu'il faut encore pousser la recherche et permettre de donner à la recherche le droit de continuer à travailler là-dessus et qu'il est important de se poser la question du nucléaire, en sortir maintenant ou dans 10 ans. Je pense que c'est encore un peu compliqué et qu'il faut d'abord se baser sur nos énergies renouvelables et sur nos recherches. Très bien, nous allons passer à une question internaute que je cite Paul Gallard. Il pose donc la question: peut-on savoir comment passer vers le vert quand on sait que l'Allemagne a reçu un échec cuisant? Il parle bien sûr de l'Allemagne souhaite changer sa politique énergétique. Elle a décidé donc en 2011, après Fukushima, la catastrophe, de changer sa politique en détruisant ses centrales et en replaçant son argent sur une politique verte. Néanmoins, je pense qu'il fait allusion à l'ouverture de nouvelles usines, et des usines dites, ce sont des mines à charbon. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en France, par rapport à l'exemple de l'Allemagne, il est possible réellement de sortir du nucléaire? Alors, justement, c'est ce à quoi on s'attelle à l'heure actuelle, et c'est pour ça que le RTE doit nous revenir justement sur une sortie et sur une date bien précise. On est en train, avec des chercheurs, de travailler sur des énergies renouvelables qui nous permettraient, et qui permettraient de s'intégrer aussi à nos infrastructures propres à la France, qui nous permettraient d'aller vers un système plus écologique finalement. Donc on s'attelle à cette recherche pour transitionner vers les énergies renouvelables le plus rapidement possible. Très bien, alors s'il y a ce renouvellement possible en passant du nucléaire aux autres énergies, que faites-vous du coût qui pourrait augmenter pour les consommateurs de l'électricité? Vous savez très bien que l'énergie nucléaire est aujourd'hui un coût minimal pour ceux qui utilisent l'électricité. Donc
Est-ce que l'État pourrait faire un effort? J'ai lu sur le site IREF Europe qu'en Allemagne, le coût de l'électricité moyen était de 30 centimes kWh, alors que chez nous, il est moitié moins. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du coût donc de l'électricité en France qui pourrait se faire? Est-ce que vous avez aussi des solutions pour le baisser? Je pense que le coût serait d'abord un très gros impact sur les ménages français qui ont déjà du mal à s'en sortir. Et je pense que ça serait plonger encore plus dans la détresse énergétique que l'on peut se trouver parfois, puisqu'en France, on a encore des foyers où il y a des problèmes énergétiques, où il y a de la mauvaise isolation, où il fait froid dans les maisons, où c'est très mal isolé. Nous avons des problèmes encore comme ça en France. C'est pour ça qu'aussi la France s'est engagée à permettre aux personnes qui n'ont pas de bonnes infrastructures dans lesquelles habiter de les réhabiliter. Mais je pense que l'augmentation sera un coût en plus pour les foyers qui peuvent parfois les assommer. Mais après, le problème du nucléaire, comme on le disait tout à l'heure, c'est que pour l'instant, c'est une énergie qui coûte pas cher, c'est une énergie qui est propre, mais c'est une énergie qui ne sera pas éternelle pour l'instant. Donc je pense qu'il faudrait d'abord vraiment poser toutes nos pierres dans l'édifice sur la recherche dans les énergies renouvelables, commencer à passer dans les énergies renouvelables où nous pouvons commencer à y passer, commencer à vraiment réinvestir, et moi je pense même d'un point de vue local qu'il faudrait réinvestir, et d'un point de vue dans les entreprises aussi qu'il faudrait commencer à mettre un petit coup d'accélérateur pour ne pas qu'il y ait pour que de l'argent puisse se dégager, si le prix du kilowattheure doit augmenter parce que nous devons passer à un moment donné d'une énergie nucléaire à une énergie soit fossile, soit renouvelable qui n'est pas encore au point, nous avons besoin d'assurer une stabilité aux Français. Nous avons besoin d'assurer une stabilité dans ce qui est le budget qui est alloué à l'énergie en France, pour les foyers. Très bien, j'aimerais vous poser la même question. Oui. Est-ce que l'exemple de l'Allemagne est tout simplement bon? Alors, pour ce qui est du charbon, bien sûr, vous l'avez bien compris, nous, on essaye au contraire de sortir du charbon par rapport à nos engagements, comme on le disait tout à l'heure, pour les accords de Paris et sur notre engagement climatique. Néanmoins, il est vrai que cette question du coût pour les Français est évaluée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille en ce moment main dans la main avec RTE, pour voir une solution viable le plus rapidement possible en utilisant les énergies renouvelables. Mais là, je vous l'accorde, au niveau de la recherche, il va falloir que l'on fasse en sorte de trouver des énergies renouvelables qui soient à un coût diminué aussi pour les Françaises et les Français. Donc vous pensez aujourd'hui que nous n'avons pas d'alternative claire établie? Alors, si, nous en avons, mais pour arriver à 50%, à ce taux des 50% au lieu des 75% actuels, il va falloir retravailler sur des solutions plus performantes pour qu'elles s'intègrent mieux aux infrastructures françaises. Et aujourd'hui, on a besoin justement de cette recherche accrue pour arriver aux 50%. Très bien, donc vous demandez encore un petit peu plus de temps. Alors, ce n'est pas nécessairement du temps, c'est qu'il faut travailler aussi pour qu'il y ait un mix énergétique qui assure un mix énergétique suffisant pour les Français, mais comme on le disait, à un coût aussi réduit pour les Françaises et les Français. Donc, ce n'est pas plus de temps, c'est voir quelles sont les solutions. On travaille justement sur un timing et sur un état de faisabilité finalement au niveau des ingénieurs avant de faire un retour concret sur ce point-là. Mais on aura certainement un retour très prochain de ce travail de collaboration. Très bien. Pour continuer et pour se mettre à la place dans une échelle un petit peu plus grande, par exemple mondiale, j'aimerais vous donner ces quelques chiffres. La Chine est le plus gros pollueur et les États-Unis, par habitant, est le plus gros pollueur aussi. Sachant que la France est un des pays développés qui consomme donc le moins, qui rejette des gaz à effet de serre le moins par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pensez donc des accords qui ont été faits, par exemple la COP21, qui n'assurent pas donc les États-Unis et la Russie à rentrer dans ces accords? Nous avons vu d'ailleurs qu'en 2017, la hausse des gaz à effet de serre a été due à l'utilisation de charbon par la Chine, ce qui a fait qu'il y a eu une augmentation de 2% qui n'était pas prévisible des émissions. Qu'est-ce que vous pensez donc qu'Emmanuel Macron pourrait faire pour orienter toutes les politiques internationales vers sa propre politique? C'est à vous que je m'adresse. En termes, tout d'abord, il faut favoriser la négociation. On l'a vu pendant ses multiples voyages à l'international. Emmanuel Macron a toujours mis la notion environnementale
en avant avec tous ses partenaires étrangers. Et on l'a prévu également, au cas où justement cette négociation ne pouvait pas être établie, on l'a bien vu au niveau régional, par exemple les États-Unis, il y a un retour de l'écologie qui est mis en avant. Dans un régime fédéral qui est très différent du système français, les États, au contraire, ont pris de mesures encore plus contraignantes au niveau de l'environnement. On l'a vu aux États-Unis, de nombreux contributeurs tels que Bloomberg investissent de plus en plus sur des mesures écologiques pour avancer sur ces thématiques-là. Donc je pense que les consommateurs ont aussi pris en main cette problématique et avancent sur ces sujets-là au niveau individuel. Ce qui va forcément avoir un impact sur la politique au plus long terme nationale. Donc Donald Trump n'est pas un problème à cette élaboration? Alors bien sûr, nous sommes pour un retour des États-Unis dans les accords de Paris. On va bien sûr continuer cette négociation, mais on l'a bien prévu. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un procureur au niveau européen sur tous les accords commerciaux qui va être avancé par Emmanuel Macron afin de faire respecter avec les accords finalement avec les partenaires économiques de l'Union européenne pour avancer justement des sanctions au cas où il y aurait un non-respect de nos valeurs environnementales européennes. Que pensez-vous de ce leadership mondial que pourrait incarner Emmanuel Macron dans ses politiques? Je pense, encore une fois, en retournant sur l'Europe, je pense que ça sera l'Europe en elle-même aussi qui montrera au reste du monde et avec le reste du monde qui montrera la voie aussi du futur, de notre futur environnement, des questions qu'il faut prendre à bras-le-corps. Nous aussi, je pense que nous avons une part de responsabilité au sein de l'Europe et au sein de nos pays, chacun de nos pays européens, sur ce que fait la Chine et comment ça se passe en Chine. Je pense aussi que ce sont nos consommations parfois excessives de produits asiatiques qui peuvent en être les principaux facteurs. Ce sont aussi nos relations avec des entreprises que nous pouvons avoir là-bas. C'est aussi des relations avec des entreprises que nous avons nationalisées à une époque qui sont parties dans les pays parce que le coût de la main-d'œuvre était moins cher, le coût des produits était moins cher, etc. Et que nous avons encore notre responsabilité en tant que pays européen et en tant que notre pays qui est la France d'y aller et de remettre les choses à plat aussi avec les différentes instances que nous avons dans le monde pour se dire voilà, la question environnementale ne concerne pas qu'un continent, ne concerne pas qu'un pays, ne concerne pas qu'un peuple, elle nous concerne tous parce que ce sont pour nos générations futures que nous faisons ça. Vous parliez tout à l'heure, Isis, de responsabiliser les comportements individuels en termes écologiques. Comment vous, à l'échelle locale de vos partis et mouvements respectifs, vous sensibilisez la jeunesse à ça? Alors tout d'abord, pour parler de l'an dernier par exemple, des mouvements que l'on avait pu avoir, on avait animé des thématiques autour de l'écologie et on avait fait venir des professionnels justement de la permaculture ou des personnes qui travaillent sur toutes les méthodologies professionnelles éthiques pour justement au niveau éducatif mais aussi au niveau professionnel finalement insérer des méthodologies beaucoup plus environnementales si je puis dire. Donc, par exemple, pour donner un autre exemple, quand on se réunit, on fait aussi des choix écologiques autour des biens de consommation courante que l'on utilise. On adopte des mouvements citoyens, enfin, pour ce qui concerne le tri, etc. Donc, on est des citoyens engagés et on fait en sorte aussi d'inviter des personnes engagées en faveur de l'écologie à nos réunions. D'accord. Et vous, Marie-Lou ? Nous avons déjà des instances dans le parti qui travaillent sur toutes les questions de l'écologie. Nous essayons d'y être un maximum présents, d'avoir un maximum d'échanges sur ce qui se passe en dehors de la France, mais c'est ce qui se passe aussi en dehors des chemins traditionnels que nous avons. Par exemple, on parle beaucoup d'alternatives, on va beaucoup voir ce qui se passe ailleurs. Là, vous parliez de permaculture à juste titre. Justement, c'est des méthodes en fait d'agriculture et des méthodes de respect de la terre vers lesquelles on commence à revenir justement, aussi en sensibilisant aussi sur notre consommation actuelle, que ce soit au niveau de notre consommation alimentaire, que ce soit au niveau de toute notre consommation autour de nous. Par exemple, nous, on parle beaucoup aussi des transports en commun, sur l'impact que peuvent avoir les transports en commun. Par exemple, si on parle de gratuité des transports en commun, c'est aussi avec un point de vue écologique derrière. C'est aussi pour que chacun prenne le réflexe de ne plus prendre sa voiture ou son scooter pour pouvoir se déplacer. C'est que chacun prenne conscience de l'impact qu'il peut avoir sur Terre. Et je pense
que c'est en prenant tous ensemble cet impact-là, en prenant cette conscience de l'impact qu'on a tous ensemble, en allant voir ce qui se passe ailleurs, en allant voir les méthodes les plus anciennes aussi, qui sont très intéressantes d'agriculture, etc., que nous pourrons avancer tous ensemble vers quelque chose qui nous ressemble pour l'environnement et pour nos générations futures, encore une fois. Très bien. Eh bien, écoutez, j'ai le regret de vous annoncer que cette chronique va bientôt toucher à sa fin. Alors, traditionnellement, on laisse chacune, en l'occurrence des invités, faire un petit mot sur leur mouvement et partis respectifs. Alors, Marie-Lou, je vous en prie, commencez, si vous voulez. Alors déjà, je voulais remercier de nous avoir invités, de m'avoir invité pour représenter le Parti communiste et les jeunes communistes. Ça a été un débat très enrichissant. Je vous remercie tous autour de cette table et toute l'équipe. Et je voudrais juste parler de mon mouvement en disant que nous sommes une organisation de jeunesse qui est indépendante du Parti communiste. Notre ligne est indépendante du Parti communiste et notre principal objectif est de faire de la politique par les jeunes et pour les jeunes, d'être présents à chaque moment de leur vie, d'être présents aussi dans les milieux où ils se trouvent, que ce soit les lycéens, les étudiants ou les jeunes travailleurs. Et justement, c'est pour ça que nous sommes présents aussi. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un sujet d'actualité qui nous tient à cœur, sur les mouvements étudiants qui commencent à prendre forme et sur les mouvements lycéens où nous serons de tout cœur avec eux. Donc je vais reparler d'Elle Marche. Donc Elle Marche dans le 06, qui est un mouvement justement qui s'inscrit dans le débat autour de la promotion de l'égalité femmes-hommes, qui réunit, je l'insiste, des hommes et des femmes pour justement assurer cette promotion, avec l'invitation de professionnels, que ça soit au niveau de l'éducation ou au niveau professionnel, pour faire avancer les mentalités, mais aussi pour apporter des réponses concrètes à ces problématiques-là. Au niveau local, donc nous avons ces sujets de réflexion et nous parlons ensuite avec nos élus pour que ces idées soient remontées aussi au niveau parlementaire. Nous organisons un événement particulier ce samedi. Nous avons l'un des cofondateurs des Jeunes avec Macron et député de la Vienne qui sera présent à Sophia Antipolis au Golden Tulip. Donc vous êtes bien sûr conviés à venir à cet événement. Et je vous remercie également toutes et tous pour ce débat très enrichissant. Merci à vous. Merci. Alors, Antonin, un petit mot peut-être ? Merci pour cette première, moi aussi ça a été très enrichissant. Voilà, je remercie donc Maxime qui a été très gentil, qui m'a bien installé, et toute l'équipe qui se trouve derrière moi, dont le président Loïc Bonin de l'association L'Anthropopolitique Niçois. Merci. Et justement, l'Anthropopolitique Niçois, parlons-en. Nous allons organiser sous peu une conférence débat, un nouveau genre d'événement de l'Anthropo, le 15. Ça se déroulera à la Maison de l'Étudiant, c'est près du campus Saint-Jean d'Angély, dans lequel nous allons recevoir des intervenants et des intervenantes spécialisés sur la question des droits et des représentations des femmes, un sujet qui tient beaucoup à cœur aujourd'hui. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus, et encore une fois, merci à tous. Be, do what we want to do. J'aime beaucoup les femmes, je les mangeur de femmes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Une double ration de fric, c'est la République. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, dans le col de cœur. Vous n'avez pas.